L'un des endroits les plus inexplorés et les plus mystérieux de la Terre se trouve à la vue de tous. C'est l'un des monuments les plus majestueux de l'humanité. La merveille du monde antique cache un secret que les scientifiques et les archéologues ne peuvent toujours pas résoudre. Il s'agit du grand sphinx de Gizeh en Égypte. L'énorme sculpture d'un lion à tête humaine a été taillée dans la roche il y a environ 4500 ans. Les scientifiques ne connaissent toujours pas la date exacte de sa création et ignorent également qui l'a construit et dans quel but. Il existe de nombreuses hypothèses et théories, mais aucune d'entre elles n'a été confirmée. La plupart des gens ont vu cette majestueuse sculpture, que ce soit en photo ou en réalité, mais presque personne ne sait ce qui se cache en dessous. La statue du sphinx a été sculptée dans un seul morceau de calcaire. Elle a été peinte, les restes de pigments de couleur à la surface le prouvent. Dans un passé lointain, le sphinx était beaucoup plus lumineux et coloré que ce que nous voyons aujourd'hui. Mais même après des milliers d'années, sa grandeur n'a pas diminué. Et d'ailleurs, sphinx n'est pas son vrai nom. Il a été inventé par les Grecs une centaine d'années ou plus après sa création. À l'origine, les Égyptiens appelaient la statue Horé Maquette. De nombreuses légendes et théories affirment que le sphinx est là pour une raison précise. Il est comme un chien de garde qui surveille la tombe du pharaon et les secrets de l'Égypte ancienne. Ces légendes sont devenues plus plausibles lorsque les archéologues ont découvert des entrées cachées au pied du sphinx. Ils pensent que ces passages secrets sont le début des tunnels menant aux salles contenant des trésors. Il existe de nombreuses histoires sur Internet selon lesquelles le sphinx cacherait le hall des records, un dépôt rempli de connaissances anciennes et secrètes. L'un des principaux artefacts de ce dépôt est censé être les archives de l'ancien état mythique de l'Atlantide. Selon les légendes, la bibliothèque entière de cette cité a été déplacée sous le sphinx. L'entrée de cette bibli doit être située à côté de la patte droite du sphinx. De nombreux archéologues ont tenté de trouver cette entrée, mais sont repartis bredouille. Il existe également de nombreuses images avec des diagrammes détaillés de la ville souterraine, constituée d'un réseau de tunnels et de chambres sous le sphinx. Quelqu'un dit que des structures aussi hautes que des immeubles de 12 étages se cachent sous terre. Mais il n'y a aucune preuve de cela. Les archéologues, même après des millénaires, continuent d'explorer la mystérieuse sculpture. En même temps, de nombreux Égyptiens ne veulent pas en savoir plus sur le sphinx. Ils sont terrifiés à l'idée de réveiller quelque chose de surnaturel. En 1998, des scientifiques ont découvert des tunnels menant à des grottes vides sous le sphinx. Ils y ont trouvé des preuves de fouilles antérieures. Il est tout à fait possible que quelqu'un ait réussi à trouver les trésors et à les emporter. Certaines personnes pensent que les Égyptiens ont trouvé une sorte d'artefact sous le sphinx qui a le pouvoir de technologies avancées inconnues. L'artefact est si puissant qu'il peut changer le cours de l'histoire. Bien sûr, la plupart des théories ne sont que des contes de fées de fans de conspiration. Mais c'est un fait confirmé que le sphinx cache un système de grottes et de pièces. Il y a tellement de rumeurs autour du sphinx qu'il est impossible de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. En tout cas, il est difficile et dangereux d'étudier la sculpture, car des fouilles actives peuvent la détruire. Ensuite, l'entrée des salles souterraines peut être bloquée par des rochers et perdue à jamais. Aussi, une exploration plus poussée nécessite beaucoup d'argent, et les financements ne sont pas toujours faciles à trouver. Mais la raison principale, c'est trop risqué. Il n'y a aucune garantie que les gens pourront sortir des labyrinthes souterrains. C'est pour ces raisons que les scientifiques et les archéologues explorent depuis si longtemps cette structure majestueuse. Le mont Rushmore, dans le Dakota du Sud, est un autre monument architectural célèbre qui recèle un secret. Tout le monde admire les images des visages des présidents américains gravés dans la roche, mais peu de gens savent qu'une pièce secrète se cache derrière la tête d'Abraham Lincoln. L'architecte du mont Rushmore voulait graver sur la roche des dalles retraçant les principales étapes de l'histoire du pays. Mais son projet était trop compliqué à réaliser. On lui a alors proposé de le mettre en œuvre à une échelle beaucoup plus petite, construire une pièce secrète à l'intérieur de la montagne. L'idée était de sauvegarder ces connaissances afin que les générations futures se souviennent toujours de l'histoire de leur pays.
Malheureusement, l'architecte n'a pas eu le temps de terminer son travail. La construction a été interrompue pendant plusieurs décennies, mais à la fin des années 90, le projet a été repris. Des plaques de porcelaine émaillée illustrant l'histoire des États-Unis ont été placées dans la pièce. Il est possible que ces plaques soient stockées là pour toujours. Mais les gens ne peuvent pas les voir, du moins pas pour l'instant. La pièce est inaccessible aux touristes car il est trop difficile d'y pénétrer. Une autre pièce secrète se trouve dans l'Empire State Building. Il ne s'agit même pas d'une pièce, mais d'un endroit où l'on peut prendre de superbes photos. Presque tous les touristes se rassemblent sur le pont d'observation du 86e étage pour profiter d'une vue imprenable sur Manhattan. Mais il y a un autre pont avec des fenêtres panoramiques au 102e étage. Il y a beaucoup moins de monde là-bas car presque personne ne connaît cet endroit. Heureusement, l'accès à ce pont est ouvert à tous. Tu n'auras probablement pas à faire la queue pendant longtemps pour prendre une photo. Tu te sentiras spécial parce que tu te trouves dans un endroit super secret où il n'y a presque personne. Mais l'endroit le plus cool est encore plus haut, au 103e étage. Il s'agit d'une grande terrasse d'observation où les célébrités se font photographier. Ce n'est pas un lieu public, mais si tu connais les bonnes personnes, tu peux y accéder. Il n'y a presque aucune mesure de sécurité sur le site, seulement un rebord assez bas entre toi et un abîme. C'est pourquoi il est interdit aux foules de venir ici. Il n'est pas si facile d'y accéder et tu as peu de chances de réussir sans guide. D'abord, tu dois choisir le bon ascenseur qui t'y conduira. Ensuite, tu traverseras plusieurs salles d'ingénierie remplies de tuyaux, de panneaux électriques et d'autres éléments techniques. La dernière partie de ton chemin est une série d'escaliers à l'intérieur d'un minuscule couloir. Et voilà, tu es au sommet de New York. Maintenant, nous sommes à Paris. Tu vois la Tour Eiffel ? À l'intérieur, il y a des restaurants et des ponts d'observation. Mais si tu cherches bien, tu peux trouver un appartement secret. Maintenant, c'est un musée, mais il a été construit pour que des gens puissent y vivre. L'architecte de la tour, Gustave Eiffel, a créé cet appartement en 1889 pour lui-même. Il se trouve presque tout en haut de la Tour Eiffel. Imagine la vue canon qu'il voyait chaque jour. Il était le premier et le seul locataire. Personne d'autre ne pouvait avoir accès à cet endroit. Lorsque l'architecte est décédé, l'appartement est resté vide pendant un long moment. Ce n'est que récemment qu'il a été restauré et transformé en musée. À l'intérieur, l'époque du siècle dernier est recréée. Ils ont même placé des figures de cire de Gustave Eiffel, de sa fille et de l'inventeur américain Thomas Edison dans la pièce. Cet endroit est rempli d'un flot incessant de passagers, d'employés de bureaux en retard, de visiteurs d'autres villes. Bruit, sifflet de train. À la gare Grand Central de New York, parmi tous ces bruits, tu peux entendre le son d'une balle frappant une raquette, si tu es au bon endroit. Un véritable court de tennis est planqué dans la gare centrale de New York. Il appartient à un club de tennis qui organise des matchs d'entreprise pour les employés de nombreuses sociétés. Le club a été ouvert dans les années 60. Maintenant, nous allons à Londres, à Charing Cross Road. Ce n'est pas facile de trouver un endroit secret ici. Pour y parvenir, tu dois regarder tes pieds bien attentivement. Tu vois ces grilles d'égout dans l'asphalte ? À l'intérieur d'elles, tu peux remarquer deux panneaux avec le nom de Little Compton Street. Oui, il y a une autre rue juste en dessous de toi. Elle a disparu de toutes les cartes à la fin du 19e siècle. Charing Cross Road a été construite par-dessus. Les panneaux d'identification que tu vois font partie d'anciens tunnels d'ingénierie. Il y a un autre endroit intéressant à Londres. Il est situé dans le coin sud-est de Trafalgar Square. À première vue, il ressemble à un gros lampadaire, mais il y a trop de touristes qui se promènent. On s'approche et on se rend compte qu'une personne peut facilement tenir à l'intérieur du lampadaire. Le lampadaire n'appartient pas à un électricien, mais à un officier de police. Oui, c'est le plus petit poste de police du monde. Il a été construit dans les années 1930 et est utilisé comme poste de surveillance. Les officiers devaient s'y asseoir un par un et surveiller Trafalgar Square, qui attirait toujours de nombreux pickpockets et toutes sortes d'autres criminels. Les rayons X sont un type de rayonnement invisible, capable de traverser nos corps ainsi que les objets solides.
Ils sont cruciaux dans le domaine médical, car ils permettent aux médecins de voir à l'intérieur de notre organisme sans avoir à y pratiquer d'intervention chirurgicale. Voyons maintenant comment fonctionnent ces fameux rayons X. Ces derniers consistent en une sorte de rayonnement électromagnétique, tout comme la lumière ou les ondes radio. Cependant, leur niveau d'énergie est bien plus élevé que celui des ondes lumineuses, ce qui leur permet de traverser des objets au travers desquels la lumière ne pourrait jamais passer. Imagine que tu disposes d'une puissante lampe de poche. Si tu t'en sers pour éclairer à travers un mur, la lumière ne passera pas, car le mur est trop épais. Mais les rayons X ont suffisamment d'énergie pour traverser les murs, et même notre corps. La découverte des rayons X s'est produite accidentellement à la fin du 19e siècle. Un scientifique expérimentait alors avec les rayons cathodiques, qui sont un type de rayonnement distinct. Pendant qu'il travaillait dans son laboratoire, il a remarqué qu'un écran fluorescent situé à proximité commençait à briller. Et ce, alors qu'il n'était pas directement exposé aux rayons cathodiques. Il s'est aperçu que quelque chose d'invisible était à l'origine de cette fluorescence. Et il a résolu de nommer cette chose rayon X, car X est le symbole mathématique de l'inconnu. Il a poursuivi ses expériences avec de tels rayons et a découvert qu'ils étaient capables de traverser de nombreux objets, comme la chair et les os, mais pas des matériaux plus denses comme le métal. Il a également découvert que les rayons X pouvaient créer des images sur des plaques photographiques, tout comme un appareil photo saisit des clichés sur une pellicule. La façon dont tout cela fonctionne est proprement fascinante. Imagine que tu te trouves devant une lumière vive et que tu tiennes ta main devant ton visage. Ta main bloque la lumière et tu ne peux pas voir au travers. Mais si tu places une feuille de papier de soie devant ta main, une partie de la lumière passera et tu pourras distinguer le contour de ta main. Les radiographies fonctionnent de la même manière. Lorsqu'un médecin veut prendre une radiographie d'une partie de ton corps, il te demande de te tenir debout ou de t'allonger à côté d'un appareil. Cet appareil est équipé d'une plaque spéciale qui peut capturer l'image radio. Supposons que le médecin veuille examiner plus en détail ton bras. Il placera la plaque radiographique d'un côté de ton bras et l'appareil de l'autre côté. Ensuite, l'appareil émet une rafale contrôlée de rayons X qui traverse ton bras. Tu te souviens que le papier de soie laisse passer un peu de lumière? Eh bien, dans ce cas, si certains de ces rayons traverseront ton bras, tandis que d'autres seront absorbés ou bloqués par les parties plus denses de ton corps, comme les os. La plaque capture les rayons X qui traversent ton bras et génère une image. Cette image montre clairement les os et les autres structures à l'intérieur de ton corps, ce qui permet au médecin de voir s'il existe des problèmes ou des blessures internes. Tu te demandes peut-être pourquoi les rayons X peuvent traverser certaines choses et pas d'autres. Cela tient à la densité et à la composition des objets. Les matériaux plus denses, comme les os, absorbent plus de rayons X et apparaissent donc en blanc sur l'image. Ainsi, lorsque tu regardes le résultat, tu verras tes os comme des formes blanches. D'autres tissus, comme les muscles et les organes, sont moins denses et laissent passer une partie des rayons. Ils apparaissent donc comme des ombres grises. Et si on te disait qu'il existe une toute nouvelle façon de voir l'intérieur des objets, sans utiliser de rayons X? On ne parle pas là de pouvoir magique. Installe-toi confortablement pendant qu'on t'explique ce qu'est la tomographie muonique. Cette technique scientifique fascinante nous permet de voir à l'intérieur des objets, et même sous la surface de la Terre, grâce à un type spécifique de particules, appelées muons. Ces particules élémentaires sont très similaires aux électrons, mais elles sont beaucoup plus lourdes. Elles sont créées en altitude, dans l'atmosphère terrestre, lorsque les rayons cosmiques, qui sont des particules provenant de l'espace, entrent en collision avec les molécules d'air. Les muons ont la particularité de pouvoir traverser différents matériaux. Ils sont capables de traverser la roche, le sol et même les bâtiments. Des scientifiques ont pris conscience de ce potentiel dans les années 1850, lorsqu'ils étudiaient les rayons cosmiques, et qu'ils ont remarqué que certaines de ces particules pouvaient traverser des matériaux épais. Les premières expériences en muographie ont eu lieu dans les années 60. Les spécialistes ont découvert que les muons pouvaient être détectés à l'aide d'appareils spéciaux, les détecteurs de muons. Ceux-ci sont généralement placés sous terre ou dans des laboratoires spécialement conçus pour les protéger des autres particules et du rayonnement ambiant. Voyons maintenant comment fonctionne la tomographie muonique. Imagine que tu es un objet de grande taille, comme une pyramide, une montagne ou même une statue ancienne, et que tu souhaites voir ce qu'elle contient sans l'endommager. Tout d'abord, des détecteurs sont placés autour de l'objet ou dans la zone que tu souhaites examiner. Ces détecteurs sont sensibles aux muons et peuvent suivre leur trajectoire.
Lorsqu'une particule traverse un détecteur, elle laisse une trace, comme des empreintes de pas dans le sable. En recueillant les données de plusieurs détecteurs, les scientifiques peuvent reconstituer ces trajectoires. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'atmosphère terrestre agit comme un filtre naturel pour les muons. Il s'avère que plus un objet est massif, plus il bloque ces particules. Ainsi, si tu as un objet large et dense, comme une montagne, moins de muons le traverseront en comparaison d'un objet plus petit et moins dense, comme une boîte vide. Cette différence dans le nombre de particules qui atteignent les détecteurs peut nous donner des indices sur ceux qui se trouvent à l'intérieur des objets. Les scientifiques utilisent des algorithmes informatiques et des calculs mathématiques pour analyser ces données et générer une imagerie. Ces images figurent la répartition de la densité de l'objet étudié. C'est comme si l'on créait une carte qui montre où se trouvent les zones les plus denses et où il y a des vides à l'intérieur d'un objet. Le concept de myographie est comparable à l'observation des ombres pour comprendre la forme et la taille d'un objet. Imagine à nouveau que tu te tiennes devant une lumière vive et que tu la places entre la source lumineuse et un mur. Tu verras l'ombre de ta main sur le mur. En te basant sur la forme et la taille de l'ombre, tu peux te faire une idée de l'aspect de ta main, même si tu ne peux pas la voir directement. Cette technique a déjà servi à étudier divers objets et structures. Par exemple, les scientifiques l'ont utilisé pour explorer l'intérieur des volcans et des pyramides, et même pour étudier la structure des montagnes et de la croûte terrestre. Grâce à cette technique étonnante, les scientifiques ont décelé de nouvelles informations sur la pyramide de Khéops. Ils ont ainsi découvert quelque chose qui avait échappé aux pilleurs de tombes pendant des siècles. Une chambre cachée. Et devine comment ils l'ont baptisée ? Le Grand Vide. Et oui, ce n'est clairement pas le nom le plus inspiré. On a eu recours à 3 techniques différentes de détection des muons pour être certain qu'il se trouvait bien un grand vide mystérieux à l'intérieur de la plus grande des pyramides. Dès que la nouvelle de cette découverte stupéfiante s'est répandue, les chercheurs égyptiens n'ont pas pu résister à l'envie d'en apprendre davantage. Ils ont donc fait venir une caméra endoscopique pour confirmer l'existence de cette chambre oubliée. Il a suffi d'insérer une caméra dans l'un des interstices situés sous l'entrée, et voilà le travail. Elle a révélé un couloir qui présentait un plafond à chevrons. On peut donc se permettre d'imaginer que les anciens Égyptiens s'en servaient comme d'une discothèque. Une autre équipe de chercheurs a décidé de scanner à nouveau cette cavité. Selon eux, la pyramide de Khéops aurait été une pionnière dans le domaine des pyramides. Elle utilisait une technique dite du chevron pour recouvrir les structures internes et les empêcher de s'effondrer. Pourquoi les anciens Égyptiens ont-ils construit ce couloir et le grand vide auquel il mène ? Une théorie suggère que ce couloir aurait été construit pour soulager la pression à l'intérieur de la pyramide. Selon une autre théorie, ce vide pourrait être un sous-produit du processus de construction de la pyramide. Il aurait pu s'agir d'une rampe interne utilisée pour mettre en place les blocs de pierre du sommet, puis laissés sur place ou remplis de gravats en vrac. Selon d'autres explorateurs enthousiastes, il se pourrait qu'une autre chambre funéraire attende encore d'être découverte. Ce dernier estime que l'érection d'une pyramide ne s'est jamais faite sans une part de hasard. Au fur et à mesure que les bâtisseurs travaillaient, ils se seraient rendus compte que certaines chambres ne pourraient jamais supporter le poids d'un majestueux sarcophage. Ils ont donc procédé à quelques ajustements de dernière minute, traçant de nouveaux plans au fur et à mesure. La Grande Pyramide a été créée comme lieu de repos éternel pour le monarque égyptien antique Khéops. Selon la légende, Napoléon est entré dans la Grande Pyramide et en est ressorti secoué et très pâle. Il n'a jamais révélé ce qu'il a vu à l'intérieur, mais quoi que ce fût, on dit que cela l'a affecté pour le reste de sa vie. Lorsque Napoléon est entré dans la pyramide, il aurait traversé un passage très étroit et ascendant. Il aurait ensuite traversé un autre couloir appelé la Grande Chambre. Ce couloir aurait été beaucoup plus haut que le précédent et aurait également été pavé. Il aurait ensuite atteint la Chambre du Roi, la pièce maîtresse de la Grande Pyramide, qui était bordée d'énormes blocs de granit. Mais elle n'aurait pas eu l'air aussi grandiose que nous pouvons l'imaginer. Aucun hiéroglyphe ne décore ces murs, car les Égyptiens n'ont commencé à décorer les chambres funéraires des pyramides que bien plus tard. Les tombes des pharaons, au cœur de la pyramide, auraient aussi été remplies de trésors, des pièces en or, aux bijoux les plus précieux du monde. Mais tout cela aurait été pillé il y a bien longtemps.
La seule chose qui serait probablement restée à l'intérieur aurait été un énorme sarcophage qui aurait autrefois contenu la momie du roi. Il serait aussi passé devant la chambre de la reine. Mais cette pièce n'a probablement pas accueilli de reine, car les pyramides n'étaient généralement construites que pour une seule personne. Des tunnels mystérieux partent de là. À ce jour, personne ne sait vraiment à quoi ils servent. Et ce n'est pas la seule chose mystérieuse et effrayante que Napoléon ait pu rencontrer, car les histoires de pharaons laissant des malédictions anciennes sur les pyramides sont légion. De nombreuses pyramides portaient des avertissements écrits à l'extérieur racontant les choses horribles qui arriveraient à ceux qui entreraient et troubleraient la paix des lieux. Nous ne savons peut-être pas ce que Napoléon a trouvé exactement dans la grande pyramide qui l'a tant effrayé, mais nous savons avec certitude ce qui a été trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Toutankhamon était un pharaon égyptien qui n'avait que 8 ou 9 ans lorsqu'il est monté sur le trône. Il est devenu un phénomène culturel lorsque sa tombe a été découverte presque entièrement intacte en 1922. Son tombeau se trouve dans la vallée des rois à Thèbes, l'actuel Luxor, qui se trouve en Égypte. Contrairement à la Grande Pyramide, le tombeau de Toutankhamon était couvert de magnifiques décorations murales. Les murs racontaient l'histoire de son voyage vers l'au-delà à travers les enfers. Les Égyptiens croyaient que chacun devait accomplir ce voyage, alors ils remplissaient les tombes d'objets et de peintures pour aider les morts à y parvenir. Il y aurait aussi eu des sortilèges peints sur les murs. Ils pensaient que cela aiderait les gens à passer dans le royaume suivant. Ce voyage serait assez long, c'est pourquoi les anciens Égyptiens remplissaient aussi les pyramides de nourriture. La pyramide de Toutankhamon était remplie de 8 paniers de fruits. On y a même trouvé des fruits de palmier doum. Les pièces étaient remplies de meubles, de statues, de vêtements et de bâtons, parmi tout un tas d'autres choses. On aurait probablement trouvé aussi beaucoup de vêtements et de bijoux coûteux dans les pyramides. Les anciens Égyptiens voulaient que leurs ancêtres voyagent avec style dans l'au-delà. Ils ont placé Toutankhamon dans sa dernière demeure avec plus de 50 pièces d'habillement, toutes de la plus haute qualité. Il y avait des tuniques, des foulards, des gants et des coiffes et une tonne de bijoux, ainsi que des bracelets, des pendentifs, des colliers, des bagues et des scarabées pour le protéger. Chacun d'entre eux était fait d'or ou de pierres précieuses. Il y avait aussi des éventails en plumes d'autruche pour garder le jeune pharaon au frais sous le chaud soleil égyptien. Mais la température à l'intérieur des pyramides n'a jamais vraiment dépassé les 20 degrés Celsius. Les anciens Égyptiens ont mis au point un système de climatisation très sophistiqué que nous ne comprenons pas encore complètement aujourd'hui. La pyramide de Toutankhamon contenait aussi 130 bâtons de marche en ébène, ivoire, argent et or pour l'aider dans son voyage. Il y avait 3 chars cachés au cas où il se fatiguerait de toute cette marche. 11 pagaies de bateaux ont également été placés à l'intérieur, mais il n'y avait aucune trace d'une quelconque embarcation. Les pyramides auraient été jonchées des senteurs et des parfums préférés du pharaon. Pendant les fouilles du tombeau de Toutankhamon, il est rapidement apparu qu'elle avait été en partie dévalisée pendant l'Antiquité. Les portes avaient été endommagées et des traces d'huile avaient été laissées dans des bocaux vides. Il semble que quelqu'un ait fait un raid sur la pyramide pour récupérer l'or, les parfums et les huiles qui avaient été laissés pour le roi Tout. Il restait encore un peu de parfum fait d'huile de noix de coco et d'encens dans un flacon. Il semble que le pharaon Toutankhamon aimait les jeux de société. Il y avait un plateau en ivoire de jeux de scénettes dans sa pyramide. Bien que nous ne sachions pas exactement comment y jouer, nous avons compris qu'il s'agissait d'une sorte de version égyptienne du backgammon. Il semble que c'était un jeu à 2 joueurs où le but était d'éjecter son adversaire du plateau. Reste à savoir contre qui pouvait bien jouer la momie de Toutankhamon. Les anciens Égyptiens avaient certains rituels qui peuvent nous sembler assez étranges. Par exemple, ils avaient l'habitude de se raser les sourcils si jamais ils perdaient un chat. Il n'est donc pas trop surprenant qu'ils aient mis des choses vraiment bizarres à l'intérieur des pyramides. Les archéologues ont découvert une collection de chats momifiés et de scarabées dans des pyramides datant de plus de 4000 ans. Ils ont été trouvés dans les pyramides de Saqqara qui se trouvent au sud du Caire. Ils ont aussi trouvé du matériel de maquillage et des miroirs à l'intérieur. Le maquillage était porté fièrement par les hommes et les femmes à l'époque de l'Égypte ancienne. L'eyeliner était le produit cosmétique le plus populaire. La pierre de Rosette est l'une des découvertes les plus significatives jamais faites dans les pyramides. Elle a été trouvée par l'armée de Napoléon Bonaparte. C'est une pierre de granit noir qui date de 196 ans avant Jésus-Christ. Elle est transcrite en grec, en démotique et en hiéroglyphique.
Lorsqu'elle a été traduite en 1822, nous avons obtenu la clé pour comprendre les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne pour la toute première fois. La découverte de la momie de la reine Hatshepsut en 1903 a changé à jamais notre compréhension des anciens Égyptiens. Après son décès, son successeur Thoutmôsis III a supprimé la plupart des preuves de son règne, si bien que nous ne savions pratiquement rien de l'une des premières grandes dirigeantes d'Égypte. Elle est maintenant devenue l'une des rares et des plus célèbres pharaons. Le pharaon Khéops avait un bateau entier dans sa pyramide. Les archéologues ont découvert plus de 1200 morceaux d'un bateau géant près de la grande pyramide de Gizeh. Ils ont réassemblé le bateau et il fait une longueur impressionnante de 43 mètres. Il s'agit très probablement d'un bateau solaire qui a été conçu pour transporter le roi ressuscité auprès de la divinité Ra. Fait amusant, la pyramide de Gizeh est la dernière des 7 merveilles du monde antique. Les 6 autres sont les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes, le temple d'Artémis, le mausolée d'Halicarnasse, le phare d'Alexandrie et la statue de Zeus à Olympie. Cette pyramide a également été la structure artificielle la plus haute du monde pendant 3800 ans. Pour ériger la plus grande pyramide d'Égypte, il a fallu un nombre stupéfiant de 2,3 millions de blocs de calcaire, dont certains pesaient jusqu'à 80 tonnes. Il aura fallu aussi 100 000 ouvriers et 23 ans pour la construire. Sa hauteur originale était de 147 mètres. En 2017, les archéologues ont découvert quelque chose d'étrange à propos de la Grande Pyramide d'Égypte. Il y a un vide caché d'au moins 30 mètres de long et personne ne sait vraiment pourquoi il est là ni ce qu'il contient réellement. Ce vide étrange est la première structure intérieure découverte dans la pyramide de 4500 ans depuis les années 1800. Les scientifiques ont utilisé des rayons cosmiques pour détecter le trou massif, mais ne sont toujours pas plus près aujourd'hui de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Les anciens Égyptiens ont pris beaucoup de soin à construire les pyramides et tout était placé stratégiquement et structurellement solide. Il est donc improbable que ce trou soit dû à la chute de blocs au fil du temps. De nombreuses pyramides contenaient également de petites figurines modèles appelées Ushbeti. Elles représentaient des assistants. Ils croyaient qu'ils prendraient vie pour servir les pharaons dans l'au-delà. Mais il est fascinant de constater que toutes ces choses aient pu tenir à l'intérieur. Il n'y a pas tellement d'espace à l'intérieur des structures. Autant l'admettre, la plupart des tombes anciennes ont été profanées au moins une fois. Quelles qu'aient été les rumeurs entourant leur malédiction, la plupart des momies ont également été démaillotées. À une exception, la momie Bashiri demeure intacte et suscite un tel trouble que nul n'ose en percer les secrets. Voici Howard Carter, un nom qui vous est sans doute familier si vous vous intéressez à l'Égypte ancienne. On le connaît surtout pour avoir mis au jour, en 1922, la tombe du pharaon Toutankhamon. Mais rares sont ceux qui savent qu'avant cette découverte majeure, il aurait peut-être trouvé une autre momie. Cette découverte remonte à 1919 et porte divers noms, la momie de Bashiri, celle de Pachéri ou encore l'Intouchable. Selon certains témoignages, Carter aurait croisé son chemin dans la vallée des rois, précisément là où il exhumera plus tard le tombeau de Toutankhamon. Pourtant, cette momie demeure enveloppée de mystère. Ce n'est pas la superstition qui l'a protégée, mais la crainte de provoquer un tort irréparable. Personne ne peut garantir qu'un geste malencontreux pourrait être corrigé. Si finement emmaillotée, elle n'a jamais été déroulée. Les chercheurs redoutent de causer un dommage irréversible à son enveloppe funéraire. Il existe une règle d'or chez les spécialistes des antiquités. Si vous n'êtes pas absolument certain de pouvoir restaurer ou préserver un objet tel quel, abstenez-vous d'y toucher. L'histoire regorge d'exemples de trésors anciens irrémédiablement défigurés, comme le tristement célèbre Ecce Homo, ou la statue au sourire maladroitement restaurée. Le tissu fragile recouvrant son visage arbore un motif singulier, évoquant la forme stylisée d'une pyramide. Bien que les experts restent prudents, il pourrait s'agir d'un cas unique dans l'art de l'embaumement. Toutefois, sans en maîtriser la technique d'origine, le dérouler puis le restaurer sans l'abîmer semble quasiment impossible. Autrefois, qu'ils soient érudits ou pillards, les hommes n'hésitaient pas à défaire les bandelettes funéraires, souvent dans un but d'étude. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'examiner le contenu des sarcophages avec précision, sans avoir à altérer ni ouvrir la moindre enveloppe. Après un examen approfondi de la momie de Bashiri, les chercheurs ont pu déterminer qu'elle appartenait à un homme mesurant environ 1,67 m et ayant vécu durant l'ère ptolémaïque, soit entre 305 et 30 avant notre ère.
Cela signifie que cette dépouille remonte à quelques 2300 ans. Le musée égyptien a révélé que les radiographies avaient permis de déceler une inscription portant le nom du défunt, bien qu'il demeure difficile d'affirmer s'il s'agissait de Pacheri ou de Nenu, ce qui ne fait qu'ajouter au mystère. Le musée a également tenu à souligner que le luxueux coffret renfermant la momie était orné de scènes richement illustrées. On y distingue le corps du défunt allongé sur un lit funéraire, encadré par les déesses Isis et Nephthys, ainsi que par les 4 fils du dieu Horus. À ses pieds figurent en outre 2 représentations d'Anubis. Il convient de noter que la momie de Bachiri n'est pas la seule à avoir conservé son intégrité. C'est également le cas d'Isetem-Kebde. L'archéologue français Gaston Maspero, soucieux de préserver son repos, avait en effet choisi de ne pas ouvrir sa momie, tant son état de conservation était remarquable. Il avait toutefois précisé que la tombe avait été jadis mise à sac. Les radiographies ont permis d'approfondir notre connaissance de cette momie. Les images ont révélé la présence de plusieurs objets enfouis avec elle, notamment des amulettes autour de son cou, de son bras droit et de son front. Il s'agissait de l'épouse d'un grand prêtre. Ces radios ont également mis en évidence des problèmes dentaires et une arthrite touchant ses genoux. Si l'on sait qu'elle est morte à un âge avancé, il reste difficile d'en déterminer la précision. Mais divers documents datant du règne de son fils attestent de la haute estime dans laquelle elle était tenue au sein du royaume. Isetem-Kebde n'était autre que la sœur épouse de Pinejem II. Vous avez bien saisi? Ils étaient à la fois conjoints et liés par le sang. Une telle union, aussi choquante puisse-t-elle paraître aujourd'hui, visait à préserver la pureté du sang royal. Un raisonnement comparable à celui des Habsbourg, dont la quête obsessionnelle de pureté aboutit à la consanguinité et à la tristement célèbre mâchoire des Habsbourg. Il ne nous appartient pas de juger les normes ou les pratiques de l'Égypte antique, mais ce que l'on peut affirmer sans réserve, c'est que tant Bachiri qu'Isetem-Kebde ont eu la chance exceptionnelle de demeurer intacts. Toutankhamon, pour sa part, n'échappa pas à l'acharnement méthodique des chercheurs, au prix de nombreuses dégradations. Bien que la sépulture de Toutankhamon ait été mise au jour dès 1922, il fallut attendre l'année 1925 pour que les cercueils emboîtés soient ouverts lors d'une campagne de fouilles. Le premier, maintenu fermé à l'aide d'épingles en argent, dissimulait un second cercueil, anthropomorphe, décoré de vers colorés et de guirlandes florales. Des inquiétudes entouraient dans la momie royale, car elle avait été exposée à l'humidité. Le cercueil intermédiaire, dépourvu de poignée et particulièrement lourd, exigeait une extrême prudence lors de sa manipulation. Le 28 octobre 1925, en ouvrant le cercueil intérieur, en or massif et enveloppé d'un tissu rouge, les chercheurs découvrirent enfin la momie du souverain. La momie de Toutankhamon, longue d'environ 185 cm, épousait presque parfaitement les dimensions du cercueil intérieur, qui en mesurait 188. Vous l'aurez deviné, cette marge minime posait un réel problème. Extraire un corps aussi ancien, fragile et desséché d'un espace aussi restreint relevait d'un véritable défi, tant les risques d'endommagement étaient grands et la maniabilité quasi nulle. L'aspect de la momie soulevait des soupçons, elle était d'un noir de jais. Howard Carter, responsable des fouilles, estima qu'environ 2 seaux d'huile avaient été versés sur le corps. Toutefois, on avait soigneusement évité d'en asperger le masque et les pieds, probablement dans l'intention d'assurer une meilleure conservation. Le corps reposait dans le cercueil avec une légère inclinaison, et la différence de concentration d'huile entre les 2 côtés laissait penser que le cercueil avait peut-être basculé lors de sa mise en place dans le sarcophage. Ce liquide, en réagissant avec le temps, généra de l'humidité puis des réactions chimiques internes. Carter qualifia ce phénomène de combustion spontanée lente, qui entraîna la carbonisation progressive des bandelettes de lin. Hélas, la chaleur et l'humidité combinées n'épargnèrent pas les ornements funéraires. Le sceptre et le fléau se désintégrèrent, le scarabée en résine se fissura, et les fils retenant les mains ainsi que les bandelettes commencèrent à se désagréger, rendant l'ensemble du dispositif extrêmement fragile et instable. Avec le temps, les huiles s'étaient solidifiées, agissant comme une colle entre la momie, son masque et le fond du sarcophage. Pour tenter de les séparer, les archéologues exposèrent les cercueils au soleil durant plusieurs heures, atteignant une température de 65 degrés. Malgré cette tentative, la momie resta figée, et l'examen dut être réalisé sur place, sans pouvoir la déplacer. L'examen de la momie commença par les jambes et les pieds, les chercheurs ayant choisi de procéder de bas en haut. En déroulant avec précaution les premières bandelettes, ils mirent au jour le premier d'une série de trésors enveloppés aux côtés du souverain. Chaque découverte fut méthodiquement photographiée et dûment répertoriée, dans le respect des exigences de la documentation archéologique. Les couches internes des bandelettes étaient en mauvais état.
largement réduites en poussière, ce qui compliquait la compréhension de leur agencement initial. Néanmoins, les méthodes employées restaient conformes à celles observées dans d'autres momies nobles de l'époque, avec de nombreux coussinets en lin plié servant à modeler le torse et les cuisses. Les bandelettes extérieures et intérieures étaient confectionnées en lin fin, tandis que les couches médianes étaient plus grossières. Un bandage complexe entourait les épaules, la poitrine et la région de l'aine. Chaque membre, ainsi que les doigts et les orteils, recouverts de capuchons d'or, étaient enveloppés séparément. De plus, Toutankhamon portait des sandales en feuilles d'or aux pieds. Les chercheurs espéraient pouvoir séparer la momie du cercueil en retirant simplement les bandelettes extérieures, mais la résine avait solidement collé le corps au bois. Ils durent donc procéder à un dégagement mécanique, sectionnant le torse au niveau des hanches et désarticulant les bras pour continuer le démaillotage. Pour stabiliser les différentes parties, chaque segment fut traité à la cire de paraffine chaude, puis les mains et les pieds furent réassemblés à l'aide de résine. La tête, collée au masque funéraire, fut détachée avec des couteaux chauffés. Afin d'examiner la dentition, une incision fut pratiquée autour de la mâchoire et du cou, réparée ensuite à la résine. Techniquement, les scientifiques firent tout ce qui était en leur pouvoir pour préserver la momie. Pourtant, malgré leurs efforts, elle subit des dommages irréversibles. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que tu sais qui était Nikola Tesla? Tu as certainement entendu parler des grandes pyramides d'Égypte. Et si je te disais que Tesla a peut-être découvert l'ancien mystère qui entoure 16 pyramides? Pardon? Un mélange de science et d'archéologie? Et non. Il est fort probable que les pyramides ne soient pas si énigmatiques après tout. Mais tout d'abord, voici ce que nous savons sur les pyramides. Qu'ont-elles de si mystérieux? Ce ne sont que de vieux monuments bizarres, n'est-ce pas? L'une des plus grandes questions concerne leur construction. Certains pensent qu'elles furent bâties à la force du poignet et à la sueur du front, d'autres qu'une source d'énergie inconnue de l'homme moderne fut utilisée pour les ériger. Et si des extraterrestres nous avaient aidés? Probablement pas. Mais cette idée d'une mystérieuse énergie employée à l'édification des pyramides existe depuis très longtemps. Même dans les textes anciens, comme les textes des pyramides, il est dit « Les dieux nous ont donné de quoi construire une grande puissance. Il se peut donc que quelque chose d'incroyablement puissant ait participé à cette prouesse architecturale. Qui sait ?» Au début des années 1900, Tesla commença à s'intéresser aux grandes pyramides d'Égypte. Il lut de nombreux ouvrages sur ces antiques structures et fut époustouflé par la quantité d'énergie qu'elles semblaient dégager. À l'époque, peu de gens connaissaient l'électricité. Et notre scientifique se demanda si les pyramides ne cachèrent pas une technologie avancée. Il se dit que leur puissance pouvait être liée à l'électromagnétisme, et il consacra beaucoup de temps et d'efforts à tenter d'en savoir plus. Il avait des théories assez bizarres pour l'époque. Il pensait que les pyramides contenaient une charge électrique et qu'elles alimentaient en énergie les zones environnantes. Il croyait également que des cristaux étaient à la source de cette énergie. Selon lui, ces cristaux super puissants se trouvaient à l'intérieur des pyramides et pouvaient contrôler les champs électromagnétiques. Mais ce n'est pas tout. Tesla pensait également que les matériaux utilisés pour construire ces monuments avaient des propriétés leur permettant de capter l'énergie du soleil et de la lune, et pas seulement en petite quantité. Il pensait que les pyramides pouvaient créer un champ d'énergie assez puissant pour éclairer des villes entières et même illuminer des zones plongées dans l'obscurité. On les utilisait comme des sortes de centrales électriques géantes afin de produire de l'énergie et faire fonctionner des machines. Les pyramides étaient liées, d'après Tesla, à une énergie cosmique employée pour l'éveil spirituel et la guérison des maux. Plutôt New Age, n'est-ce pas? Ces hypothèses n'étaient pas d'origine fantaisiste. Il avait sérieusement étudié tous les documents disponibles sur les pyramides, des objets aux textes anciens en passant par les hiéroglyphes et les dessins. Et il en avait conclu que les pyramides avaient été conçues comme des amplificateurs d'énergie et aussi qu'une mystérieuse source d'énergie avait été utilisée pour les construire. Certains pensaient que Tesla n'était qu'un excentrique avec de folles théories. Mais ces idées ont eu un impact considérable sur la façon dont nous percevons les pyramides aujourd'hui. Depuis quelques années, des chercheurs et des universitaires étudient essais et découvertes et les utilisent pour lever le voile sur certains des plus grands mystères qui entourent ces anciennes structures.
Par exemple, des scientifiques ont récemment mené des expériences théoriques pour analyser comment la Grande Pyramide réagirait à certaines ondes radio. Ils ont découvert qu'elle pouvait capter les ondes radio d'une certaine longueur et faire ensuite converger leur énergie de ces salles à sa base. Les scientifiques ont effectué de nombreux calculs pour parvenir à cette conclusion. Ils ont d'abord réfléchi aux longueurs d'onde qui fonctionneraient le mieux. Ils ont ensuite modélisé la réaction de la pyramide à ces ondes et ils ont calculé la quantité d'énergie qui serait absorbée ou diffusée. Enfin, ils ont étudié comment l'énergie se déplacerait à l'intérieur de la pyramide une fois captée par la structure. Pour expliquer tout cela, ils ont employé ce que l'on appelle l'analyse multipolaire, qui consiste à décomposer un objet complexe en éléments simples. Il est alors possible de voir comment chaque partie réagit à l'énergie. C'est un peu comme lorsqu'on défait un puzzle pour voir comment chaque pièce s'emboîte avec les autres. Les chercheurs s'intéressent à la manière dont tout cela pourra nous servir. Ils cherchent à fabriquer des particules capables de faire la même chose que les pyramides, mais avec de la lumière. En modifiant la taille, la forme et la matière de ces particules, ils peuvent contrôler la façon dont la lumière se déplace autour d'elles. Cela peut s'avérer très utile pour la fabrication de minuscules capteurs ou de cellules solaires très efficaces. Les scientifiques ont dû faire quelques suppositions au cours de leurs recherches. Ils ont imaginé qu'il n'y avait pas d'espace caché à l'intérieur des pyramides et que les matériaux utilisés pour les construire étaient tous identiques. Et ils sont ainsi parvenus à faire des découvertes assez impressionnantes. Mais son étude des pyramides n'est pas l'unique témoignage du génie hyper moderne de Tesla. Nombreuses sont ces théories qui paraissaient irréalistes à l'époque, mais que des scientifiques réévaluent aujourd'hui pour des applications pratiques. Parlons du projet le plus ambitieux de Tesla, la tour de Wardenclyffe. En 1900, Tesla était déjà un grand nom de l'ingénierie électrique en Amérique. Cette invention étonnante et le fait qu'il ait réussi à surpasser Thomas Edison dans la guerre des courants impressionnait les gens. Mais Tesla ne se reposa jamais sur ses lauriers. Il décida ensuite de se lancer dans son projet le plus ambitieux, la tour de transmission de Wardenclyffe. Construite entre 1901 et 1905, elle est fondée sur l'une des idées les plus révolutionnaires de Tesla. Il souhaitait rendre l'impossible possible en créant un système mondial de communication sans fil. Ce système utiliserait la Terre elle-même comme conducteur, transmettant de la musique, des informations, des rapports boursiers, des communications militaires sécurisées et même des images en fac-similé. Cela te rappelle quelque chose? Oui, cela ressemble à l'Internet que nous utilisons aujourd'hui, mais sans aucun câble. Mais Tesla avait un rêve encore plus grand, transmettre de l'énergie sans fil. Il avait déjà prouvé qu'il était possible d'envoyer des signaux à haute fréquence grâce à son célèbre transformateur. Et par la suite, il fut obsédé par la transmission d'énergie sans fil. Sa vision était non seulement de transformer la façon dont nous communiquons, mais aussi de trouver un moyen de transférer des courants électriques à l'échelle mondiale en puisant dans l'énergie naturelle de la Terre. Tesla pensait qu'il existait une abondance d'énergie libre, tout autour de nous, et qu'elle pouvait être utilisée au profit de l'humanité. En 1899, il mena des expériences secrètes et fut convaincu qu'il était possible de transmettre de l'énergie électrique à travers la haute atmosphère terrestre. C'est ainsi que la tour de Wardenclyffe vit le jour. Elle était censée être la station prototype d'un réseau planétaire qui devait fournir de l'énergie sans fil au monde entier. Malheureusement, Tesla n'avait ni les ressources ni la confiance de ses investisseurs pour mener à bien ce projet. Il rencontra toutes sortes de problèmes financiers. Et en 1917, la tour inachevée fut finalement démolie et tout son matériel vendu afin de rembourser les dettes croissantes de notre génie. Aujourd'hui, elle nous rappelle tristement que les plus grands esprits ne parviennent pas toujours à réaliser leurs rêves. Cependant, le laboratoire de briques rouges est toujours là, le seul laboratoire de Tesla à avoir survécu. Un détail amusant. En 2017, une équipe de tournage a fait une découverte stupéfiante. Ils ont utilisé un géoradar pour explorer la zone autour de Wardenclyffe et ils ont trouvé toute une série de tunnels s'étendant sur des dizaines de mètres au-dessous du site. Personne ne sait exactement à quoi ils servaient, mais on pense qu'ils faisaient partie du grand projet de Tesla. Wardenclyffe est bien sûr un site important pour les fans du grand homme. Qui sait, peut-être quelqu'un parviendra-t-il un jour à percer le mystère de ces tunnels. Mais même si cela n'arrive jamais, l'héritage de Tesla continuera longtemps de nourrir l'imagination. Sous les sables de Luxor, les chercheurs ont mis au jour ce qui semblait n'avoir jamais dû ressurgir. Plus d'1 millier de blocs de pierre finement ornés, vestiges du temple en ruine d'une femme pharaon.
Cette découverte soulève des questions troublantes. Pourquoi ce sanctuaire fut-il anéanti? Et qui était donc cette femme? Elle s'appelait Hatshepsut, et l'on reconnaît aujourd'hui en elle l'une des figures les plus remarquables de l'ancienne monarchie égyptienne, bien que l'histoire ait longtemps failli l'effacer. Elle régna au sein de la 18e dynastie, entre 1479 et 1458 avant notre ère. Elle se distingua par de vastes projets architecturaux, des campagnes militaires victorieuses et des échanges commerciaux florissants. Elle fut par ailleurs l'une des rares femmes à avoir porté le titre de pharaon. Il fallut attendre environ 15 siècles avant qu'une autre femme ne monte sur le trône, et ce ne fut autre que Cléopâtre. Le chemin qu'emprunta Hatshepsut pour accéder au pouvoir constitue, sans doute, l'épisode le plus singulier de son histoire. Comme dans la plupart des monarchies héréditaires, la succession en Égypte privilégiait clairement les héritiers mâles. Ainsi, lorsque Thoutmôsis Ier eut pour premier enfant une fille, l'ordre dynastique s'en trouva profondément contrarié. À la mort du souverain, quelques années plus tard, le trône revint à Thoutmôsis II, qui régna brièvement, avant de le transmettre à son jeune fils, Thoutmôsis III, encore en bas âge. Hatshepsut se trouvait être la belle-mère du futur pharaon. Elle endossa donc naturellement le rôle de régente auprès de son beau-fils, trop jeune pour gouverner. Mais au bout de 7 années, elle prit une initiative sans précédent. Elle s'empara du pouvoir suprême et s'autoproclama pharaon d'Égypte. Il ne s'agissait pas d'une simple ambition personnelle. Hatshepsut avait pleinement conscience que, pour asseoir son autorité, elle devait se faire reconnaître comme souverain légitime. Elle adopta donc les attributs royaux dans leur intégralité, y compris la barbe postiche symbolique des pharaons. Statues et hiéroglyphes la représentaient fréquemment en homme, arborant le pagne traditionnel et la coiffe sacrée. Ce n'était toutefois nullement un déguisement. Les spécialistes s'accordent à dire qu'elle n'a jamais cherché à dissimuler son identité. Sur ces statues, on retrouve fréquemment des titres féminins comme « fille de Ré », ainsi que des formules grammaticales mêlant les genres, à l'instar de « Sa Majesté » elle-même. Par ses choix, elle signalait clairement qu'en dépit de l'adoption des symboles royaux masculins, elle assumait pleinement sa condition de femme. Mais cette stratégie ne suffisait pas. Afin de légitimer son autorité, elle imagina une généalogie d'origine divine soigneusement construite. Elle déclara que le dieu Ammon, prenant l'apparence de son père Thoutmôsis Ier, s'était uni à sa mère, faisant d'elle l'issue de l'union céleste. Cette revendication était loin d'être anodine. Les pharaons étant perçus comme des dieux sur terre, le fait de s'associer à Ammon renforçait considérablement la légitimité de son ascension. Les bas-reliefs des temples figuraient de cette naissance divine, Ammon la désignant comme son héritière légitime. Ces récits n'étaient pas de simples mythes, mais des instruments politiques destinés à asseoir son autorité sans contestation. Elle adopta en outre un nouveau nom, Mat-Kare, que l'on peut traduire par « la vérité est l'âme du dieu soleil ». Le concept de Maat occupait une place essentielle dans la pensée religieuse égyptienne, incarnant l'ordre, la justice et l'harmonie sacrée. Il appartenait au pharaon de faire régner ce principe pour préserver l'équilibre du royaume. En choisissant ce nom, Hatshepsut affirmait son statut de souveraine légitime, investie d'un devoir sacré. Son règne fut remarquable. Elle guida l'Égypte vers une période florissante, marquée par la paix, l'essor économique et de vastes chantiers architecturaux. Elle entreprit la restauration de nombreux sanctuaires à travers le pays, mais son œuvre la plus emblématique demeure son temple de Deir el-Bahari, un édifice d'une beauté saisissante, creusé dans les falaises de Luxor. Hatshepsut lança l'un des chantiers les plus ambitieux de toute l'histoire égyptienne, ordonnant l'édification de temples, d'obélisques et de monuments destinés à graver son règne dans l'éternité. Certains avancent qu'elle poursuivit les travaux de l'allée des Sphinx, cette majestueuse voie bordée de statues qui menait au sanctuaire de Karnak. Pour beaucoup, son accomplissement architectural le plus remarquable réside dans les obélisques monumentaux qu'elle fit tailler d'un seul bloc de granit. L'un d'eux, pesant plus de 320 tonnes, se dresse encore de nos jours. Mais au-delà de l'architecture, elle étendit aussi l'influence de l'Égypte par le commerce. Elle dépêcha une expédition vers le mythique pays de Pont, que l'on situe aujourd'hui en Somalie ou en Érythrée, en rapportant des trésors tels que l'or, l'ivoire ou des créatures exotiques. Cette flotte, fendant la mer Rouge, inaugura la première mission commerciale documentée de ce type, forgeant des liens économiques durables pour les générations futures. Et pourtant, malgré cette réussite éclatante, un fait troublant survint après la disparition d'Hatshepsut. Son successeur, et beau-fils, Thoutmôsis III, longtemps éclipsé par son règne, prit une décision radicale.
Il ordonna l'effacement de son nom de la mémoire collective. Ses statues furent mutilées, ses inscriptions effacées, ses hauts faits attribués à d'autres. Tout se passa comme si elle n'avait jamais existé. Certains avancent que Thoutmôsis III souhaitait rétablir ses prérogatives légitimes de souverain, tandis que d'autres estiment que ce sont des dirigeants ultérieurs qui, mal à l'aise avec l'idée d'une femme pharaon, cherchèrent à rétablir la suprématie masculine. Mais cette rivalité posthume ne s'arrêta pas là. Le conflit d'influence entre la belle-mère et le beau-fils se poursuivit dans la pierre. Bien après la mort d'Hatchepsout, Thoutmôsis III fit ériger son propre temple tout près du sien, dans la vallée des rois. Toutefois, il introduisit une modification. Son édifice fut bâti 3 mètres plus haut que celui de sa prédécesseur. Ce geste n'avait rien d'anodin. Il s'agissait d'une proclamation symbolique destinée à reléguer son héritage dans l'ombre. Mais l'histoire en avait décidé autrement. Dès le 19e siècle, l'héritage de Hatshepsut commença à refaire surface. Et ce n'est qu'au prix d'enquêtes archéologiques rigoureuses que la pleine mesure de son règne fut enfin reconnue. De nos jours, Hatshepsut est célébrée comme l'une des souveraines les plus marquantes d'Égypte. Son règne, autrefois effacé, a été reconstitué grâce à un flot continu de découvertes archéologiques, démontrant que sa puissance et son influence ne seraient pas si aisément oubliées. Sa sépulture se trouvait cachée à la vue de tous, son corps ayant été déplacé de sa chambre funéraire d'origine dans le dessein de l'effacer de l'histoire. Ce dernier indice acheva de consacrer son héritage, prouvant que même les volontés les plus acharnées d'effacer un pharaon ne sauraient y parvenir. Le majestueux temple de Hatshepsut, le Djeser-Djeserou, constituait une prouesse architecturale remarquable, érigée pour célébrer son règne et affermir sa filiation divine avec le dieu Amon. Mais à sa disparition, son successeur Thoutmôsis III engagea une entreprise méthodique visant à effacer sa mémoire, allant jusqu'à faire démanteler certaines sections de l'édifice. Les historiens débattent encore du motif. Une manœuvre dynastique, une volonté de rétablir l'autorité masculine traditionnelle, ou un moyen de consolider les droits de Thoutmôsis III sur le trône. Peut-être n'était-il qu'un homme vaniteux. Quoi qu'il en soit, la destruction ne fut pas immédiate, mais intervint des décennies après sa mort, ce qui tend à indiquer qu'il ne s'agissait pas d'une vengeance personnelle, mais d'un calcul politique. Pourtant, malgré tous ses efforts, son temple se dresse toujours, tout comme son récit, éclatant témoignage de la première grande souveraine d'Égypte. Quittons à présent Thèbes pour un autre lieu à travers l'espace et le temps. Dakhchour, en Égypte, abrite plusieurs sépultures de personnages de l'Antiquité. C'est en 2107 que des chercheurs mirent au jour une pyramide oubliée depuis longtemps. Conscients de l'importance potentielle de leur découverte, ils contactèrent aussitôt le ministère du Tourisme et des Antiquités. Contrairement à la majorité des pyramides exhumées dans cette région, celle-ci se révélait entièrement scellée. L'extraction de la pierre angulaire exigea une extrême minutie. Lorsqu'ils parvinrent enfin à ouvrir l'édifice funéraire, ils s'attendaient à découvrir une chambre inviolée. Or, ce fut tout le contraire. Le désordre y régnait. Le lieu avait été pillé, et les effets du défunt étaient répandus dans toute la pièce. Pourtant, au cœur de ce chaos, ils mirent au jour un coffret. Grâce aux technologies de balayage les plus avancées, ils purent déchiffrer les hiéroglyphes endommagés qui en ornèrent la surface. Ce qu'ils découvrirent dépassait l'imaginable. Un nom s'y lisait très nettement, celui de la princesse Hatshepsut. La mise au jour de cette sépulture, en 2017, suscita un grand nombre d'interrogations. Des analyses complémentaires révélèrent que les restes n'étaient pas ceux de la célèbre reine, mais d'une autre Hatshepsut, une princesse ayant vécu sous la 13e dynastie égyptienne. Le fait que sa tombe ait été pillée avant même d'être scellée poussa les chercheurs à s'interroger. Les anciens auraient-ils cherché à dissimuler certaines choses liées à cette princesse? Et comment expliquer qu'il n'existe aucune trace d'elle dans les archives de l'Égypte antique? Oh, restez à l'écoute. On vient de mettre au jour la tombe d'un médecin royal ayant vécu il y a plus de 4 millénaires. Un homme entre les mains duquel reposait la vie des pharaons. Il détenait des secrets si précieux qu'ils n'étaient connus que des souverains et des dieux. Et pourtant, lorsqu'ils ouvrirent sa tombe en 2024, nul corps n'y fut découvert. Seules demeuraient des peintures éclatantes, épargnées par les siècles, et d'étranges symboles gravés dans la pierre. Qui était cet homme, et pourquoi fut-il inhumé avec des incantations liées à la déesse Scorpion? Le tombeau reposait profondément enseveli sous les sables de Saqqara. Le médecin se nommait Tétinébéfou. Il vécut il y a environ 4100 ans, durant l'une des périodes les plus énigmatiques de l'histoire égyptienne, la frontière incertaine entre son apogée et son déclin. C'était les derniers instants de l'ancien empire égyptien.
Le soleil scintillait encore sur les pyramides tout juste achevées, mais déjà les ombres s'allongeaient. Le pharaon Pépi II aurait régné plus longtemps que nul autre avant lui, pendant 90 ans. Or, à l'issue de son règne, le royaume se fissurait, l'autorité centrale se fragilisait, les chefs locaux prenaient de l'ascendant, et les crues du Nil devenaient capricieuses. Dans ce contexte incertain, le médecin énigmatique semblait pourtant prospérer. Sa tombe fut exhumée par une mission archéologique franco-suisse, à l'ombre des antiques pyramides. Ce qui intrigua le plus, ce fut la découverte de la chambre funéraire. Aucun corps, aucune richesse. Il apparut que le tombeau avait hélas été pillé depuis longtemps. Mais ce qui subsistait s'avérait encore plus fascinant. Les mots et les images gravées sur les parois. Les fresques conservent une intensité saisissante, des couleurs vives, miraculeusement préservées malgré les siècles passés sous terre. On y voit des jarres, des récipients, d'étranges motifs abstraits et des formes géométriques. Et surtout, les hiéroglyphes, des lignes entières d'écriture sacrée, gravées avec une précision telle qu'on croirait qu'une âme entière s'y est déversée. Ces inscriptions ont permis de découvrir la véritable identité de Tétinébéfou. Il n'était pas un simple praticien. Il portait le titre de conjurateur de Serket. Serket, déesse égyptienne associée au scorpion, vénérée et redoutée, était censée neutraliser les venins, guérir les morsures et préserver les vivants des toxines. Ce titre de conjurateur indiquait que Tétinébéfou était un spécialiste des piqûres et morsures dangereuses. Et si une tombe entière lui avait été consacrée, c'est sans doute qu'il était l'expert suprême d'Égypte en la matière. Un homme qui soignait à la fois par la médecine et la magie. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Il portait également le titre rarissime de directeur des plantes médicinales, mentionné une seule autre fois dans toute l'histoire égyptienne. Ce qui signifie qu'il maîtrisait l'usage thérapeutique des herbes, racines et huiles avec un savoir inégalé. Vous vous demandez peut-être, quelle plante dans un pays dominé par le sable? Pourtant, les anciens Égyptiens utilisèrent des traitements à base de plantes qui seraient encore crédibles dans certains laboratoires actuels. Ils fabriquaient pilules, onguents et inhalateurs, choisissant un principe actif, un arôme pour en faciliter l'absorption, et un vecteur pour le diffuser dans le corps. Cela ne vous rappelle rien? Certes, ils ne disposaient pas d'une grande variété de plantes traditionnelles. Ainsi, certains ingrédients peuvent nous sembler étranges, comme le mélange d'excréments de crocodile et d'acacia avec du miel. Ils avaient même élaboré des recettes de crème contre les rides. Il apparaît aussi que ce guérisseur énigmatique portait le rare titre de « dentiste en chef », une désignation quasiment absente des archives antiques. Les preuves de la pratique dentaire en Égypte ancienne sont extrêmement rares. Ce savant ne se contentait donc pas de combattre les venins ou d'étudier les plantes. On lui confiait également le soin des dents et des mâchoires, particulièrement démunis à l'époque. Les anciens Égyptiens ont beau avoir érigé des merveilles, leurs dents en ont souffert. Le sable se glissait constamment dans leur alimentation. Le pain bourré d'impuretés et les légumes crus râpaient l'émail, provoquant une pathologie redoutée, l'attrition. Les conséquences étaient mandat multiples, dont la perte prématurée des dents. Ils ont donc dû improviser. Par exemple, en concoctant le plus ancien dentifrice connu, à base de roche pilée, de menthe et de poivre, un mélange qui, ironiquement, irritait les gencives. Ou encore des pâtes dentaires à base de coquilles d'œufs, de pierre ponce et de natron, un minéral salé utilisé comme agent nettoyant. Ils développaient aussi des bains de bouche à base de céleri, de son et d'herbes pour apaiser ces maux. Certaines momies ont même été découvertes avec des appareils rudimentaires, des bagues métalliques et des fils d'or retenant les dents manquantes. On ignore toutefois s'il s'agissait d'un traitement pour les vivants ou d'un ornement funéraire destiné à l'au-delà. Tétinébéfou maîtrisait donc tous ces domaines. 3 titres rares réunis en un seul homme. À son époque, il devait passer pour un véritable puits de science. Dans un monde sans technologie moderne, il faisait figure de magicien, capable de sauver une vie grâce à une simple feuille ou une banale écorce. C'est pourquoi les archéologues estiment qu'il ne s'agissait pas d'un médecin ordinaire. Il aurait été le médecin royal, celui qui veillait sur la santé du pharaon lui-même. On ignore quel roi il servait, peut-être Pépi en Meu, et qui sait, c'est peut-être à lui qu'il devait son exceptionnelle longévité. Si cela était avéré, Tétinébéfou aurait alors été témoin de l'effondrement de l'ancien empire, observant la fin de l'âge d'or depuis le cœur du palais. Puis il fut enseveli après sa mort, et sa dépouille, dérobée ou perdue avec le temps.
mais l'équipe poursuit l'étude du tombeau, mettant encore au jour les traces de cet homme hors du commun. De manière générale, l'ancienne médecine égyptienne atteignait un niveau étonnamment avancé. Bien des pratiques nous paraissent encore familières aujourd'hui. Ils avaient des hôpitaux, des spécialistes, des interventions chirurgicales et même des écoles de médecine. Hommes et femmes pouvaient devenir médecins. Ils utilisaient divers traitements et pratiquaient la chirurgie avec de vrais instruments. Scalpel, pinces, fils de suture. Certains soignaient uniquement les yeux, d'autres les dents, l'estomac ou ce qu'ils nommaient les maladies cachées. Ils nettoyaient et bandaient les plaies, réparaient les os fracturés à l'aide d'attelles en bois ou en roseaux enrobés de lin et savaient éviter les infections. On comptait même des proctologues. Ils ont aussi conçu les premières prothèses, comme un orteil en bois muni de lanières de cuir, permettant à des patients de retrouver une démarche normale. La plus ancienne prothèse connue date de 3000 ans. Mais le plus étonnant, c'est qu'ils ont aussi tenté d'extraire des tumeurs. Une étude récente a analysé un crâne vieux de 4000 ans, celui d'un homme d'une trentaine d'années. On y a trouvé des traces de tumeurs anciennes. Et autour de 3 d'entre elles, des incisions nettes faites à l'aide d'un outil métallique. Preuve qu'on a peut-être tenté de les retirer ou de les examiner. Était-ce un traitement? Une autopsie? On l'ignore. Un autre crâne, celui d'une femme âgée de plus de 50 ans, présentait les mêmes signes, mais aussi des fractures anciennes, parfaitement consolidées. Ce qui laisse penser que ces soins ont sans doute été efficaces. Être guérisseur dans cette société signifiait détenir un pouvoir immense, combinant les rôles de prêtre, de savant et de magicien. Pour les anciens Égyptiens, la médecine était un art nécessaire, vénéré autant d'égards que leur dieu. Ils pensaient que la maladie relevait à la fois du corps et de l'esprit. Ainsi, un médecin pouvait à la fois appliquer un onguent et réciter une incantation. Et bon nombre de leurs traitements portèrent leurs fruits. Leur réputation dépassait les frontières. Des souverains venus de contrées lointaines, comme la Perse, faisaient appel à eux. Même Homère affirmait que les Égyptiens étaient les guérisseurs les plus doués d'entre tous. Bien sûr, leur compréhension du corps humain n'était pas parfaite. Ils croyaient que le cœur gouvernait pensée et émotion, sans saisir le rôle du cerveau. Pourtant, leur méthode, observer les signes, établir un diagnostic, proposer un traitement, ressemble furieusement à celle de notre médecine moderne. Ils accompagnaient leurs gestes de prière, certes, mais ils refermaient aussi les plaies. Leur médecin le plus célèbre, Imhotep, était un véritable polymathe, architecte, prêtre, guérisseur. Il fut si admiré de son vivant qu'on finit par le vénérer comme un dieu de la médecine. Et oui, un simple mortel, promu au rang de divinité. Et dire qu'il a vécu 2000 ans avant Hippocrate, qu'on considère pourtant comme le père de la médecine. D'ailleurs, certains suggèrent ironiquement qu'on devrait abandonner le serment d'Hippocrate pour lui préférer le serment d'Imhotep. Car ces Égyptiens ne posaient pas seulement des pierres, ils posaient les premières bases de la médecine. Les égyptologues examinent depuis fort longtemps le moindre centimètre carré du site entourant la Grande Pyramide, mais ils ont pourtant négligé cette étonnante baignoire en granit rose enfouie à quelques kilomètres de là. Voici ce qu'il en est. Ce mystérieux tube ovale qui repose depuis des années à côté de la pyramide de Khéops pourrait prouver que les Égyptiens ont construit les pyramides non seulement à des fins architecturales, mais également pour produire de l'électricité, bien avant Alessandro Volta et Thomas Edison. Le plateau de Gizeh est célèbre pour ses 3 pyramides, celle de Khéops, celle de Képhren et celle de Mykérinos. Mais 2 structures plus petites se trouvent tout près, la grande excavation de Zaouiet El Aryan et la pyramide de Kaaba. Certains chercheurs affirment que ces constructions n'ont jamais été achevées, tandis que d'autres pensent qu'elles ont été détruites pour des raisons plus mystérieuses. L'une de ces raisons pourrait être liée à l'utilisation initiale des pyramides de Gizeh. On pense en effet qu'elles servaient à produire de l'électricité. Pour relier ces différents éléments, il faut remonter au début du XXe siècle. C'est à cette époque qu'un architecte et égyptologue italien nommé Alessandro Barsanti décida d'examiner la pyramide de Zaouiet El Aryan. Près du site, il remarqua quelque chose d'inhabituel, des fragments de granit éparpillés. Pour un passant ordinaire, cela aurait semblé insignifiant, mais Barsanti vit tout de suite ce dont il s'agissait. En effet, les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient souvent ces sites pour préparer les pierres avant de les transporter vers leur destination finale. La présence de granit sur le sol l'intrigua.
Le granit était un matériau plus coûteux que le calcaire généralement utilisé pour les pyramides, ce qui suggérait qu'il avait peut-être été destiné à une structure importante et cachée. À une profondeur de 21 mètres, les archéologues découvrirent peu après un énorme bloc de granit rose. Ils poursuivirent les fouilles et mirent au jour d'anciennes inscriptions gravées dans les pierres. Ils envoyèrent les dessins à des experts, mais personne ne parvint à les déchiffrer. S'agissait-il d'instructions? C'est alors que Barsanti fit sa plus grande découverte. Il trouva une cuve ovale sculptée dans du granit rose que l'on avait poli pour lui donner un aspect miroitant. La cuve avait été soigneusement scellée. Lorsqu'ils l'ont ouverte, ils ont trouvé un mince résidu noir sur ses parois. Une substance huileuse. Cette découverte souleva de nombreuses questions dans l'esprit de Barsanti. Il ne comprenait pas pourquoi les Égyptiens de l'Antiquité avaient pris tant de précautions pour sceller et protéger cette étrange cuve. En 1911, Barsanti dut abandonner ses efforts visant à élucider le mystère de cette fosse. Cependant, ces découvertes intriguèrent les chercheurs du monde entier, qui émirent leurs propres hypothèses. L'une de ces théories modernes suggère que les pyramides auraient pu faire partie d'un ensemble plus vaste. Selon elle, la pyramide de Khéops aurait en réalité servi de pompe à eau destinée à irriguer cette région désertique. Apparemment, les chambres internes de la pyramide fonctionnaient comme un système hydraulique. Dans les années 1990, un ingénieur prit cette théorie au sérieux et étudia la chambre souterraine de la pyramide. À sa grande surprise, il trouva des traces de dégâts causés par l'eau. Il semblerait que la pyramide générait de puissantes ondes de compression, également appelées impulsions, capables de produire de l'électricité. Cela a soulevé une question importante. Les anciens Égyptiens auraient-ils utilisé les pyramides comme générateurs pour produire de l'électricité? Sur le papier, cela s'est avéré possible. Cependant, parvenir à un consensus sur la fonction initiale des pyramides est probablement l'une des choses les plus difficiles au monde. Nous ne sommes donc toujours pas sûrs à 100% de cette théorie. En dehors de cela, l'Égypte reste un terrain idéal pour l'étude du passé de l'humanité. Les scientifiques viennent de découvrir ce qui ressemble à un centre de commande cosmique, similaire à la fameuse salle que l'on voit dans les films mettant en scène Doctor Strange. Ils ont découvert un observatoire astronomique en forme de L, mesurant environ 830 mètres carrés et datant du 6e siècle avant notre ère. Il s'agit sans aucun doute du premier et du plus grand observatoire de ce type. Cette structure en briques crues abritait des instruments utilisés pour calculer les dates liées aux rites de l'Égypte antique, couronnements royaux et calendrier agricole. Cet observatoire est situé sur un site archéologique connu sous le nom de Temple de Bouto, à seulement 80 km à l'est d'Alexandrie. C'est assez impressionnant. Cette structure a été conçue de manière à ce que l'on puisse y pénétrer par une entrée orientée à l'est. Ainsi, on pouvait admirer le lever du soleil. Une fois à l'intérieur, on découvrait un cadran solaire géant, utilisé pour mesurer le temps en suivant le mouvement des ombres à l'intérieur de la salle. Ce cadran solaire mesurait près de 5 mètres de long. Ce fut une découverte passionnante. Une autre découverte intéressante faite par des scientifiques et des égyptologues fut celle de la toute première momie enceinte. Même si nous en savons désormais beaucoup sur les processus de momification, nous continuons à faire des découvertes qui nous ouvrent de nouvelles portes sur la vie des anciens Égyptiens. Il a fallu beaucoup de temps pour découvrir que cette momie était enceinte au moment de son embaumement, car elle avait été placée dans un cercueil masculin. Plus précisément, celui d'un prêtre. Les historiens affirment qu'au XIXe siècle, de nombreux marchands mélangèrent les cercueils afin de les vendre. Oui, cela signifie qu'ils les ouvraient et échangèrent les momies pour satisfaire leurs clients. Ce fut une énorme surprise, car ils espéraient en apprendre davantage sur les problèmes de santé dans l'Antiquité lorsqu'ils ont ouvert ce cercueil. Mais ils se sont retrouvés avec un autre problème sur les bras, les pratiques prénatales dans l'Égypte antique. Cette femme momifiée, qui a vécu il y a environ 2000 ans, était âgée de 20 à 30 ans lorsqu'elle est décédée. Elle a été découverte à Thèbes, et ses restes étaient incroyablement bien conservés. Vous voyez, les recettes de momification variaient à travers l'Égypte. Dans le cas de cette femme, les chercheurs ont pu déterminer qu'elle appartenait à la haute société, car elle a été enterrée avec des amulettes spéciales. Cependant, comme les méthodes de momification différaient considérablement selon les villes et les époques, il nous faut encore approfondir nos recherches afin de comprendre pourquoi elle fut embaumée avec son bébé. En parlant de momie,
des scientifiques ont fouillé un lieu de repos à Saqqara, également en Égypte, et ont mis au jour 2 ateliers d'embaumement. L'un était destiné aux humains et l'autre aux animaux sacrés. Apparemment, ces ateliers remontent à environ 2400 ans. Ils étaient équipés de lits en pierre, de pots en argile et de récipients rituels, tout ce dont on avait besoin pour momifier. Mais ce n'est pas tout. Les archéologues ont également découvert du fromage conservé dans des jarres derrière des tombes vieilles de plus de 3000 ans. Oui, du fromage. Cela montre que les anciens Égyptiens étaient également très doués pour la conservation des aliments. Ils savaient comment conserver les denrées à long terme, et pas seulement les momies. Cela nous montre qu'ils appliquaient leurs techniques de conservation aux aliments comme au corps, et nous donne un aperçu de leur impressionnant savoir-faire. Les scientifiques ont également découvert l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte. À leur grande surprise, elle était entièrement recouverte d'or. Les momies égyptiennes recouvertes d'or sont très rares, mais ils ne s'attendaient pas à ce que celle-ci soit la plus ancienne jamais découverte. La momie était assez bien conservée, et ils ont pu identifier les restes d'un homme riche appelé Hekashepes. De nombreux symboles témoignent de son importance, notamment le bandeau qu'il portait sur la tête et le bracelet sur sa poitrine. Il était également vêtu d'une tunique et d'une ceinture, ce qui permettait de préserver la belle apparence d'une personne après son décès. Pour le découvrir, les chercheurs ont dû ouvrir le lieu de sa dernière demeure à l'aide de mortiers. En gros, c'était comme s'ils ouvraient une machine à remonter le temps, tout comme les Égyptiens de l'Ancien Empire l'avaient fait il y a 4300 ans. Quand on y pense, c'est comme si l'on pénétrait dans une capsule temporelle. Mais assez parlé de momies, les scientifiques ont également découvert quelque chose de très intéressant au-dessus des pyramides. Ils ont dû utiliser un instrument très sophistiqué pour cela. Le radar ionosphérique à longue portée et basse latitude, qui permet de voir des ondes invisibles loin dans le ciel. Ce radar leur a permis de découvrir d'énormes bulles flottant dans l'air au-dessus des pyramides. On appelle cela des bulles de plasma, et elles causent des ravages sur les technologies modernes. Elles peuvent en effet perturber les signaux GPS et téléphoniques dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Ces bulles sont immenses, parfois aussi grandes que des villes. Elles ont pour origine l'épuisement soudain des particules chargées dans l'ionosphère. Ainsi, au lieu de se répartir uniformément, elles restent agglomérées sous forme d'ondes. Il s'agit d'une découverte importante, car elle peut aider les scientifiques à comprendre comment empêcher ces ondes de perturber nos technologies. Séquente, cosinus, tangente, sinus, 3,14159. C'était le cri de ralliement du club de trigonométrie à l'époque. Pour tous les autres élèves du cours de mathématiques, des termes tels que sinus, tangente et pi étaient tout simplement déconcertants. Qui les a inventés et pourquoi? Leur seul but était-il de rendre les choses plus difficiles pour les élèves? Eh bien, pas tout à fait. La trigonométrie a été inventée par les anciens Égyptiens. Ils avaient besoin de ces connaissances pour construire leurs pyramides, et ils ont fait du bon travail. La grande pyramide de Gizeh est toujours debout aujourd'hui, quelques 4500 ans après sa construction. Et personne n'a fait de réclamation. Sortons donc de cette salle de classe, et partons pour un voyage dans le temps, afin de percer les secrets de la précision des anciens Égyptiens. Vous voici sur le chantier de la Grande Pyramide, à une quinzaine de kilomètres du Caire en Égypte. La ville n'est pas encore là. Vous n'êtes entouré que du désert et des nombreux ouvriers. Ils transportent de gros blocs de pierre pesant chacun 2,5 tonnes. Ces blocs se trouvent sur des traîneaux de bois qui eux-mêmes reposent sur de gros cylindres. Une équipe de 8 hommes fait rouler ces blocs en avant. Cela fait tout de suite penser au rouleau d'une caisse enregistreuse de supermarché. Le principe est exactement le même, mais l'échelle est plus grande, beaucoup plus grande. Les scientifiques estiment que les Égyptiens ont utilisé 2,3 millions de blocs de ce type rien que pour la Grande Pyramide. Et le bloc qui se trouve devant vous est l'un des plus légers. Le plus lourd d'entre eux pesait près de 15 tonnes. Mais d'où venaient tous ces blocs? La plupart provenaient de carrières situées autour de Gizeh. Ce n'est pas très impressionnant, pensez-vous. Mais attendez de savoir comment les ingénieurs de l'Antiquité ont transporté du granit sur 800 km jusqu'à la pyramide. À l'époque, il n'y avait ni chemin de fer, ni autoroute. Mais il y avait le Nil, ce fleuve puissant.
Les chercheurs pensent même que les Égyptiens ont creusé un canal pour relier le Nil directement au site de construction des pyramides. Il suffisait alors d'attendre le début de la saison des crues, et le tour était joué. La montée des eaux faisait flotter les lourds blocs de pierre. Mais comment ont-ils ensuite soulevé tous ces énormes cailloux sur la terre ferme pour les empiler ainsi jusqu'au sommet? Disposaient-ils de grues gigantesques? Les anciens Égyptiens ont contourné ce problème, littéralement. L'un des ouvriers vous montre maintenant la rampe géante qui fait le tour de la pyramide qu'ils sont en train de construire. C'est ainsi qu'une route de montagne se ferait un chemin en zigzag jusqu'au sommet. Si la rampe rejoignait directement le sommet de la pyramide, les ouvriers ne pourraient pas s'en servir pour tirer les blocs de pierre. Elle serait trop abrupte. Les scientifiques ont calculé que l'inclinaison maximale était de 8%. Les anciens Égyptiens ont donc simplement prolongé la rampe autour de la pyramide. Encore une fois, il ne s'agit que de théorie, car la rampe aurait pu se trouver à l'intérieur de la pyramide, comme le suggèrent certains chercheurs. La méthode de construction exacte reste un mystère, gardé jalousement par le Sphinx. C'est son vrai nom, n'est-ce pas? Eh bien c'est faux. Le grand Sphinx n'est que le pseudonyme de la statue. Vous savez, ce nom que prennent les écrivains lorsqu'ils veulent se cacher leur véritable identité, ou le nom de scène d'un chanteur. Le véritable nom du Sphinx, traduit de l'égyptien, signifie Horus à l'horizon. C'était le nom de la divinité égyptienne du ciel. Le mystère ne s'arrête pas là. Un homme passe devant vous avec un seau de peinture. Il va ajouter une touche de couleur au grand Sphinx. Les chercheurs ont trouvé des taches de cette couleur rouge à côté de son oreille. Il s'agit d'une peinture très résistante, qui a tenu pendant des milliers d'années. Vous vous tenez maintenant en face du Sphinx. Vous levez les yeux. Il est très grand, n'est-ce pas? 20 mètres, pour être précis. Résistez à l'envie de prendre un selfie. Allez, vous pouvez le faire. Vous remarquez maintenant autre chose. On dirait que le Sphinx se trouve au centre d'un triangle géant. C'est l'un des côtés de la grande pyramide. Et non, vos yeux ne vous jouent pas des tours. Le Sphinx se trouve vraiment au centre de la face latérale de la pyramide. C'est ici que les mathématiques entrent en jeu. Une pyramide a 4 faces, appelées faces latérales. Il y a aussi une 5e face, la base, mais elle n'est pas visible. C'est, vous l'avez deviné, la face cachée. Le Sphinx a un dernier mystère à révéler, son âge. Les scientifiques s'accordent à dire que c'est le pharaon Képhren qui l'a construit. Il a régné après son père qui avait construit la grande pyramide, toute proche. Les deux structures ont donc été achevées à la même époque. Mais revenons à nos jolis nombres. Vous avez entendu parler de Cléopâtre, cette princesse égyptienne dont on dit qu'elle était d'une grande beauté? Elle a vu les pyramides, mais elle vivait plus près de l'époque du premier iPhone que de celle des bâtisseurs de pyramides. Fascinant, non? Vous pouvez voir des milliers de personnes autour de vous. Ils travaillent dur pour construire le tombeau du pharaon. Mais combien sont-ils exactement? Un philosophe grec a estimé qu'il y avait jusqu'à 100 000 ouvriers. Ce chiffre semble acceptable pour une structure aussi gigantesque, mais il ne peut pas être correct. La science ne peut tout simplement pas confirmer ce chiffre. Les égyptologues estiment le nombre total d'ouvriers à 30 000. Et oui, Indiana Jones était l'un d'entre eux, du moins sur le grand écran. Mais il est arrivé en retard. Les égyptologues en savent beaucoup sur les pyramides, mais ils ne savent pas tout. Non pas parce qu'ils ne veulent pas savoir, mais parce qu'ils n'ont pas encore recueilli suffisamment de preuves. Ils ne peuvent que supputer le processus de construction. D'abord, les ingénieurs arrivaient pour choisir le bon endroit et prendre les mesures nécessaires. C'est pour cela qu'ils avaient besoin de toutes ces mathématiques compliquées. Ensuite, il fallait s'approvisionner en matériaux, les gros blocs de pierre dont j'ai parlé plus haut. Les bateaux les livraient à l'emplacement de la future pyramide, et les ouvriers pouvaient enfin s'atteler à la tâche. Ils travaillaient en petits groupes, mais ils étaient au moins 2000 à ciseler et à sculpter à tout moment. Cela ressemble à un chantier d'aujourd'hui? C'est très similaire, mais ça se passe il y a des milliers d'années. Il est étonnant de voir ce que les Égyptiens de l'Antiquité étaient capables de réaliser avec des outils en cuivre et en pierre. La pyramide est maintenant terminée. Mais s'agit-il de la même pyramide que celle que nous voyons aujourd'hui? Pourquoi cette structure brille-t-elle sous le soleil du désert? N'est-elle pas censée être d'un jaune poussiéreux? Eh bien non. Au fil du temps, l'activité humaine et les éléments ont complètement décapé la couche extérieure des pierres. Des artisans experts avaient poli ces blocs en utilisant uniquement de la pierre et du sable. Le résultat final était une pierre lisse et brillante. Le jour de son achèvement, la grande pyramide de Gizeh était un triangle de lumière parfait. Ses faces polies étaient crantaux comme des miroirs géants, reflétant le puissant soleil égyptien.
C'est à ce moment-là que vous devez mettre vos lunettes. La chose brillante que vous voyez au sommet de la pyramide est en réalité faite d'or. On appelle pyramidion la pierre de couronnement que l'on place tout en haut d'une pyramide. Elle était recouverte de feuilles d'or. Comme vous pouvez le deviner, ce sont ces pierres qui ont disparu en premier. Avant de vous ramener dans votre salle de classe, nous allons faire un autre arrêt. Nous nous rendons dans les îles britanniques. Et non, ce n'est pas à Stonehenge que nous allons. Il s'agit de Newgrange, dans le comté de Meath. Les scientifiques estiment que les anciens peuples d'Irlande ont construit ce monument de pierre aux alentours de 3200 ans avant notre ère. Il est donc plus ancien que Stonehenge et que la grande pyramide de Gizeh. La fonction du monticule circulaire de Newgrange est la même que celle de la grande pyramide et est tout aussi mystérieuse. On estime à plus de 220 000 tonnes le volume de pierres détachées présentes dans la vallée. Et il ne s'agit pas de pierres jetées au hasard sur une pile. L'ordre dans lequel elles sont disposées rend la structure imperméable. Cela expliquerait comment Newgrange a pu tenir si longtemps. N'avez-vous pas soudain envie de vous procurer un étui bien étanche pour votre téléphone ? Vous êtes de retour à votre pupitre. Mais le cours de mathématiques d'aujourd'hui est la dernière chose à laquelle vous pensez. Vous pensez à la grandeur des pyramides égyptiennes. Et vous vous demandez si nous avons quelque chose de semblable aujourd'hui. Eh bien, sachez que les ingénieurs modernes sont tout aussi impressionnés que vous par la grande pyramide. On trouve une pyramide de verre dans la cour principale du célèbre musée du Louvre à Paris. Le panorama de San Francisco ne serait pas complet sans la Trans-America pyramide de 48 étages. Mais c'est à Las Vegas que l'on est allé le plus loin. C'est dans cette ville que se trouve l'hôtel Luxor. Il est très grand. C'est même la 3e plus grande pyramide de la planète. Et devinez ce qui se trouve juste devant. Oui, une réplique du Sphinx. Elle mesure 33,5 mètres de haut, soit 2 étages de plus que celle de Gizeh. Eh oui, tout est plus grand à Las Vegas. Les chercheurs ont mis au jour d'anciens artefacts tout près de la sépulture de Toutankhamon. Il s'avère que ce lieu de repos, supposément réservé à l'élite, s'apparente plus à une nécropole commune, abritant une douzaine de cercueils en bois datant d'environ 3600 ans. D'accord, j'ai peut-être un peu exagéré. Ces 11 tombes ne se trouvaient là pas exactement à côté de celles de Toutankhamon, mais relativement proches, aux abords de la ville de Luxor. Les découvertes récentes dans les sépultures égyptiennes apportent de précieuses indications sur la vie quotidienne dans l'Égypte antique, et contre toute attente, il apparaît que les Égyptiens partagèrent de nombreuses similitudes avec nos civilisations modernes. Les femmes arborent ainsi des parures depuis la nuit des temps, et les archéologues ont exhumé un collier d'une remarquable finesse, composé de 30 perles d'améthyste et de 2 perles d'agate, ainsi qu'un pendentif en forme de tête d'hippopotame, probablement très prisé à l'époque. Les chercheurs ont également découvert 2 miroirs en cuivre, l'un doté d'un manche sculpté en forme de lotus, l'autre orné de la déesse Hathor, associée au ciel, à la féminité, à la fertilité et à l'amour. Ces fouilles récentes aux abords du tombeau de Toutankhamon ont révélé une découverte saisissante. Pour la première fois depuis des millénaires, des vestiges du temple funéraire de la reine Hatshepsut ont été mis au jour. Essayez donc de le répéter rapidement 10 fois. Finalement, oubliée. Considérée comme la 2e femme à avoir régné en tant que pharaon, cette souveraine exerça son pouvoir avec courage et sagesse, laissant un héritage aussi durable que la pierre. Son temple, enfoui durant des siècles, constitue désormais une fenêtre précieuse sur une époque marquée par les intrigues et la ferveur spirituelle. Les archéologues ont exhumé plus de 1000 blocs de pierre richement ornés en périphérie du temple funéraire d'Hatshepsut. Peu de femmes réussirent à accéder au trône dans l'Égypte antique. À proximité, une autre tombe a été découverte. Elle appartenait à Djehoutmès, intendant du palais de la reine Tétichéri. La reine Hatshepsut semble avoir bien plus de tombes, ou plutôt d'atouts, cachés dans sa manche. Contrairement aux pyramides, ces tombes ont été directement creusées dans la roche, illustrant une approche singulière de la préservation de l'âme dans l'au-delà. Les fouilles ont permis d'exhumer plusieurs objets anciens fascinants. Des jouets en argile, des masques de momies, des scarabées ailés et quelques amulettes. Malheureusement, il est probable que bien d'autres artefacts aient disparu au fil des siècles, car des visiteurs moins scrupuleux que les archéologues ont exploré le site avant eux. Il y a fort à parier que des pillards aient mis la main sur certaines pièces de grande valeur. Pourtant, ils ont laissé derrière eux quelques vestiges intéressants pour les chercheurs, notamment des poteries destinées aux offrandes de pain et de viande, ainsi que des arcs,
suggérant un lien entre les propriétaires de ces tombes et l'armée égyptienne. En parlant de protection de l'âme, elle est bien plus essentielle qu'on ne pourrait le croire, surtout lorsqu'on se promène aux abords de Luxor à la recherche de secrets enfouis. Vous n'êtes pas du genre à craindre la malédiction de Toutankhamon, n'est-ce pas? Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à ceux qui l'ont bravé, mais n'allez pas tout prendre au pied de la lettre. Pendant des années, certains égyptologues, en particulier ceux qui prêtaient foi au paranormal, ont été convaincus qu'une malédiction pesait sur les découvertes liées à Toutankhamon. Cette croyance prenait racine dans la mort brutale et inexpliquée de plusieurs membres de l'équipe ayant exhumé son tombeau en 1922. Puisqu'aucune explication scientifique évidente ne justifiait ces décès, il était plus simple de les attribuer à une force surnaturelle et d'éviter de se poser davantage de questions. Or, il semble que cette fameuse malédiction ne soit qu'un mythe. En réalité, ces décès pourraient être liés à l'exposition à des radiations mortelles. Mais d'où provenaient-elles? Après tout, si la radioactivité fut découverte au XIXe siècle, il est difficile d'imaginer que les anciens Égyptiens aient eu accès à du radium pour illuminer le tombeau de Toutankhamon d'une lueur inquiétante. Alors, quelle est la véritable explication? Il se pourrait que des déchets toxiques soient à l'origine de ces morts mystérieuses. Des niveaux élevés de radiation issus de l'uranium et d'autres substances dangereuses auraient été piégés dans le tombeau depuis plus de 3000 ans. D'ailleurs, il se murmure que la chambre funéraire de Toutankhamon contiendrait encore aujourd'hui des taux de radiation si élevés que toute personne y pénétrant risquerait de développer une maladie incurable due à tant d'exposition. Et si cela vous semble exagéré, dites-vous que vous pourriez frôler un niveau de contamination similaire si vous laissez moisir des restes de nourriture au fond de votre frigo pendant 1 mois. Toutefois, cette radioactivité ne se limite pas au tombeau de Toutankhamon. La recherche d'artefacts égyptiens est proprement fascinante mais tout aussi périlleuse. De nombreuses tombes de l'Ancien Empire affichent des niveaux de radiation anormalement élevés. Les compteurs Geiger ont détecté des radiations sur 2 sites proches des pyramides de Gizeh, et du radon, un gaz radioactif, a été relevé dans plusieurs tombes souterraines de Saqqara. Il est probable que les bâtisseurs de ces sépultures aient eu conscience de ces toxines. Des avertissements gravés sur les murs mettent en garde contre une mort inévitable pour quiconque ose profaner ces lieux. L'une des inscriptions prévient « Quiconque violera ce tombeau périra d'un mal qu'aucun médecin ne saura comprendre ». D'autres formules évoquant l'interdit causé par des esprits maléfiques ont sans doute renforcé la peur de ces malédictions antiques. Depuis toujours, ces avertissements intriguaient les archéologues. Mais un événement survenu il y a un siècle a ravivé la crainte des malédictions. En 1922, peu après l'ouverture du tombeau de Toutankhamon, Lord Carnarvon, qui avait financé l'expédition, mourut dans des circonstances mystérieuses, de même que de nombreuses personnes ayant exploré la tombe. Arthur Weigel, un égyptologue britannique présent lors de l'ouverture du tombeau, est d'ailleurs considéré comme l'un des artisans du mythe de la malédiction. Ironie du sort, il mourut prématurément en 1934, alors qu'il n'avait qu'une 50aine d'années. Certains avancent que son décès pourrait être lié à une exposition prolongée aux radiations. Sur les 26 personnes présentes lors de l'ouverture, 6 périrent dans les 10 années suivantes. Toutefois, ces disparitions ne sont pas toutes imputables aux rayons X. Les causes variaient: asphyxie, AVC, insuffisance cardiaque, pneumonie et même empoisonnement. Sinistre, n'est-ce pas? Pourtant, un homme semble avoir échappé à cette prétendue malédiction. Howard Carter, l'archéologue qui dirigeait les fouilles. Pour certains, sa survie prouvait que cette légende n'était qu'un mythe. Après sa découverte, Carter publia plusieurs ouvrages avant d'abandonner progressivement l'archéologie pour le commerce d'antiquités destinées aux musées. Toutefois, certains pensent que la malédiction l'a frappé d'une autre manière. Une rumeur persistante le lie à Evelyn, la fille de Lord Carnarvon. On raconte qu'il l'aimait éperdument, mais qu'elle épousa un autre homme. Désespéré, il aurait choisi de rester célibataire jusqu'à la fin de sa vie. Une autre forme de malédiction, plus subtile, mais tout aussi cruelle. D'autres ont affirmé qu'ils avaient eu une liaison durant son séjour en Égypte, mais que tout s'était terminé avec la mort de son père et son départ définitif du pays. Néanmoins, ces récits manquent de preuves. Evelyn n'avait que 6 ans lorsqu'ils se sont rencontrés, et leur relation est restée cordiale jusqu'à la fin. Présente à ses funérailles, elle faisait partie des rares invités, mais elle a nié toute romance, affirmant qu'ils n'étaient pas si intimes. 1 an après la découverte de la tombe de Toutankhamon, Evelyn épousa le politicien Sir Brograve Beauchamp et eut une fille. Cette même année, Beauchamp visita la sépulture avec ses parents, sous la conduite de Carter. Ce dernier ne se maria jamais, et, hormis ses spéculations posthumes autour d'Evelyn,
aucune autre relation amoureuse ne lui fut attribuée. Si la légende de la malédiction ajoute une touche intrigante à son histoire, son tempérament distant vis-à-vis des relations était déjà évident bien avant l'ouverture du tombeau. Carter n'était tout simplement pas quelqu'un de sociable. En 1939, après un long combat contre la maladie, il finit par succomber. Il avait 64 ans, une espérance de vie tout à fait ordinaire au Royaume-Uni à cette époque, si bien que personne ne jugea sa mort suspecte ni ne l'associa à une quelconque malédiction. À son décès, on découvrit que plusieurs artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient en sa possession, dans son appartement londonien. Ceux-ci furent finalement restitués à l'Égypte, événement que certains interprétèrent comme la conclusion de la malédiction. Peut-être que s'il n'avait pas conservé ses souvenirs chez lui, il aurait vécu bien plus longtemps. Quant aux autres décès, ils conservent une part de mystère. La théorie de la malédiction a sans doute été renforcée par des événements troublants survenus lors des fouilles. Carnarvon développa une grave infection après une simple piqûre de moustique. Et au moment de l'ouverture du tombeau, le Caire connut une panne de courant inexplicable suivie d'une tempête de sable. En Angleterre, le chien de Lord Carnarvon, Suzy, s'échappa de la demeure et se mit à aboyer frénétiquement, sans raison apparente, du moins si l'on en croit les témoins. Plus étrange encore, au moment exact où son maître rendit son dernier soupir, l'animal poussa un hurlement avant de s'effondrer, inerte. Peut-être que les radiations n'ont finalement joué aucun rôle, et que les anciens artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient réellement porteurs